des morceaux de souvenirs d'Emily remplissent sa tête. Sa mère dit à sa demi-sœur Chloé que même si elle est sa fille biologique, elles élèvent Emily depuis 15 ans et entretiennent une relation très étroite. Emily est connue de tous comme la fille aînée de la famille, mais elle n'est pas une fille biologique. Elle est dans l'abîme et ne comprend pas ce qui se passe ni où elle se trouve, et les souvenirs continuent d'émerger de manière incontrôlable dans sa mémoire. Elle se souvient comment sa mère l'a réprimandée parce qu'elle essayait de participer au concours. Elle y avait travaillé pendant si longtemps, mais sa mère lui a dit qu'elle n'y parviendrait pas et que sa participation ne ferait que faire honte à toute la famille. Dans le monde réel, Emily et Chloé sont allongées dans un lit d'hôpital où Emily donne son sang à Chloé. Les voix dans la tête de la jeune fille lui disent qu'elle est une paysanne et qu'elle ne peut pas être une véritable enfant de la grande et riche famille Ying. Les voix n'arrêtent pas de crier que la fille est pathétique et sans talent et qu'elle ne sera jamais considérée comme une véritable enfant de cette grande famille. Emily se réveille rapidement de l'horreur des voix dans sa tête. Elle était allongée sur un lit d'hôpital et le soleil brillait dehors depuis longtemps alors qu'Emily était inconsciente. L'aiguille dans son bras était recouverte d'un bandage. Elle ne se souvenait pas de tout ce dont elle avait rêvé, seuls quelques fragments tournaient encore dans sa tête. Emily ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé, car certains souvenirs n'étaient pas du tout les siens, et elle pensait que maintenant, elle n'était plus la fille sans défense qu'elle avait été avant. Un médecin est entré dans la pièce et a dit froidement qu'il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille puisse se réveiller et qu'il supposait qu'elle allait mourir. Le médecin a retiré brutalement l'aiguille du poignet de la jeune fille et a déclaré qu'elle avait perdu connaissance en raison d'une perte de sang massive. Le docteur sourit en pensant que la jeune fille se considérait comme une dame noble. La main de la fille a commencé à saigner. Emily pensait qu'un tel comportement grossier ne devait pas rester sans réponse appropriée. Elle sortit brusquement du lit et frappa la tête du médecin sur la table. Soudain, Chloé courut dans la pièce et demanda au médecin de partir. Emily a dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès, mais par accident, car elle n'avait pas encore complètement repris conscience et elle avait rêvé qu'un chien l'attaquait. Le nom du docteur était Eva et elle savait parfaitement qu'Emily mentait et la traitait de gamine ingrate. Chloé a commencé à demander comment Emily se sentait. Elle s'inquiétait pour elle, car si elle n'avait pas cette terrible maladie, Emily ne lui aurait pas donné son sang. Emily se souvenait que devant elle se tenait Chloé, la première dame de Shanghai et une pianiste célèbre en Chine qui était sa demi-sœur. Emily a toujours su que Chloé la traitait simplement comme une banque du sang qui allait et venait à sa guise. La jeune fille est sûre qu'elle s'est évanouie uniquement parce qu'on lui a prélevé du sang de force pendant plusieurs jours. En fait, elle est habitée par l'esprit de la déesse du monde spirituel de la cultivation, qui s'est transformée en une fille abandonnée qui est constamment intimidée par les autres. Emily rit. Est-ce que tout le monde autour d'elle pense encore qu'elle est toujours une fille sans défense? Le docteur demande avec colère à Chloé pourquoi elle s'excuse auprès d'Emily, puisqu'elle est une paysanne adoptée qui ne connaît pas sa place. Eva tente de déclencher un conflit avec Emily, qui pense silencieusement à son destin. Une seconde plus tard, Emily se tourne vers le médecin et lui dit de se taire et de se taire. Le médecin jette les papiers sur la table dans un accès de rage. Elle s'excuse auprès de Chloé à l'avance et dit qu'elle ne traitera pas Emily à cause de son comportement inapproprié. Emily indique la sortie au médecin. Eva devint encore plus en colère. Elle n'était pas habituée à être traitée comme ça. En partant, Eva a dit qu'Emily n'était qu'une fille essayant de séduire son oncle, après quoi elle a quitté la pièce en claquant violemment la porte. Chloé dit qu'Eva est un médecin expérimenté, qu'Emily l'a mise en colère et qu'il va la soigner maintenant. Mais Emily croit que rien de grave ne lui est arrivé et qu'elle se rétablira d'elle-même, d'autant plus qu'elle est sûre que Chloé ne s'inquiète pas pour elle, mais du fait qu'elle ne donnera plus son sang. Chloé s'inquiète pour Emily et pleure presque. Mais Emily n'y prête pas attention. Elle veut savoir qui a poussé Chloé dans les escaliers. Emily se tourne vers Chloé et lui demande si elle est d'accord avec elle, car tout le monde autour d'elle pense que c'est elle qui l'a poussée dans les escaliers et le lui reproche constamment. Chloé fait semblant de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé et Emily quitte la pièce où sa demi-sœur reste immobile. Emily se retourne, regarde le numéro de la chambre et se souvient que cette chambre a été choisie juste pour elle et qu'elle est très confortable. Chloé ne peut se débarrasser du sentiment qu'Emily n'est plus elle-même, que quelque chose a clairement changé en elle. Elle sort son téléphone de sa poche. Elle appelle son petit ami Austin et lui dit qu'elle a besoin d'aide, qu'elle doit de toute urgence parler à Emily. L'action se déroule dans une ville la nuit. La belle Emily se promène dans la ville, attirant l'attention des passants. Deux gars regardent Emily et discutent pour savoir si elle a été adoptée par la famille Ian. L'un des gars s'appelle Mason. C'est un homme riche de deuxième génération. Mason dit à son ami qui jette la bague qu'Emily s'est disputée avec son oncle. Le deuxième gars s'appelle Liam. Il est le jeune maître de la famille Fu. Les deux gars ne comprennent pas comment, après un tel scandale avec son oncle, Emily peut se promener tranquillement dans la ville. Liam ne connaissait pas Emily et Mason lui a dit qu'elle avait été adoptée uniquement pour que Chloé puisse recevoir une transfusion sanguine,
car ils ont les mêmes facteurs RH. Soudain, deux voyous de la rue ont encerclé Emily et l'ont menacée avec un couteau, disant qu'ils voulaient s'amuser avec elle. Liam, voyant cela, propose à Mason d'aider la fille. Mais Mason a dit que cela ne valait pas la peine de communiquer avec Emily et encore moins de l'aider. Il y a un coup violent et l'un des bandits se met à crier. Mason n'a même pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Emily se frotte les mains. Elle se tient debout, un pied sur le corps allongé de l'un de ses agresseurs. Le gars avec le couteau dit qu'il va réparer le visage de la créature et se précipite sur Emily. Mais d'un coup de pied circulaire, Emily met le gars KO et il tombe au sol. Mason est choqué. Il sait avec certitude qu'Emily est sortie de l'hôpital il y a quelques jours. Mais là où elle a trouvé tant de force, Mason ne sait même plus lequel d'entre eux est le vrai bandit. Liam continue de regarder Emily. Il a commencé à être attiré par cette fille. Mason lui a même pincé le bras pour vérifier s'il dormait. Liam dit que chaque coup porté par Emily était précisément calculé, et peu importe ce que faisaient les bandits, il n'avait aucune chance contre Emily. Mason ne comprend pas qui est Emily, et si elle connaît vraiment les arts martiaux anciens. Liam se demande si Emily est vraiment une battante. Soudain, Mason est saisi brusquement par l'épaule. C'était Emily. Mason avait peur. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'était approchée de lui. Avait-elle vraiment entendu qu'il parlait mal d'elle? Mason tombe à genoux devant Emily. Il commence à pleurer et à lui trouver des excuses en disant qu'il adore bavarder et qu'il ne veut pas offenser Emily. Liam sourit et demande à Mason dans quel genre de pose il est. Peut-être qu'il va demander Emily en mariage. Mason se justifie en disant que le naga l'a laissé tomber et s'incline devant Emily. Soudain, les yeux d'Emily s'illuminèrent d'une lueur dorée éclatante et elle commença à dire que dans 3 jours, à 19h, un véritable bain de sang éclaterait au bar. Dans 7 jours, à partir de midi, Emily déconseille d'entrer dans la région de Plutane, car leur vie pourrait être en danger. Les deux garçons restèrent à la confus. Liam devina qu'Emily était une diseuse de bonne aventure. Mais Emily reprit ses esprits et répondit d'un air penaud qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais les remercia de l'avoir écoutée. Emily comprit qu'elle avait simplement testé son don sur eux, mais elle avait encore besoin de pratique pour restaurer pleinement ses capacités. Liam demande à Emily de lui dire la bonne aventure. Mason ne comprend pas comment il a pu prendre cette décision consciemment, car c'est tout simplement stupide. Soudain, Mason décide de changer de sujet et dit à Emily de ne pas prêter attention à Liam, et dit également qu'ils peuvent la raccompagner. Mais Emily s'est retournée et a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Emily était un peu contrariée de ne pas avoir accepté l'offre. Mais à ce moment précis, Liam lui a dit que pour sa prédiction, il pourrait l'inviter à dîner. La deuxième fois, elle ne pouvait plus refuser. Ils sont arrivés dans un restaurant cher appelé Pavillon. Mason craignait que son père ne vienne ici, mais en même temps, il pensait qu'il se serait probablement inscrit à l'avance. Mason a gentiment proposé à Emily de se servir elle-même de la nourriture, car tout était à leurs frais, car il ne manquait pas d'argent. Emily, d'autre part, a déclaré qu'elle ressentait un besoin d'argent. Mason fut surpris et demanda si Emily était soutenue par sa famille, puisque même les domestiques recevèrent de l'argent, sans parler de leur fille adoptive. Emily a dit qu'elle était une fille adoptive, qu'elle n'avait pas étudié l'étiquette ni la fleuristerie. Pourquoi donnerait-il de l'argent à une honte comme elle? Liam encourage Emily et dit que les manières dont elle a hérité sont évidentes à l'œil nu. Emily pose sa tasse et se souvient qu'elle est venue sur Terre au milieu du XVe siècle et qu'à cette époque, elle était de toutes les réceptions royales. Mais maintenant, elle doit s'habituer à sa nouvelle personnalité. Elle pensait que l'énergie de ce monde était presque épuisée jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Qui aurait pensé qu'un brûleur d'encens serait une minuscule source d'énergie? L'essentiel pour Emily était de restaurer ses propres capacités dans un nouveau corps. Emily demande à Liam quels endroits intéressants elle peut visiter à Shanghai. Mason rit et dit que c'est trop. Il ne comprend pas comment Emily, ayant vécu à Shanghai pendant si longtemps, n'est jamais allée nulle part. Mais Emily réalise tristement qu'un pot de sang vivant n'a pas une telle opportunité. Liam tend à Emily un bol de soupe et lui demande de le manger, car elle est très mince et elle devrait être plus attentive à son propre corps. Liam demande combien de fois Chloé a été blessée cette année. Emily dit qu'elle est allée à l'hôpital au moins 20 fois. Mason est étonné et demande à nouveau si Emily a vraiment donné son sang à Chloé 20 fois déjà. Emily dit que plus de 20 fois encore, elle pense qu'un jour elle se réveillera et que les jus de ce corps seront complètement épuisés. Liam plaisante en disant qu'Emily a une chance d'entrer dans le livre Guinness des records. Mason pense que la voix de Liam est très douce. Cela pourrait signifier qu'il a certains sentiments pour elle. Mason dit que Liam a raison et qu'Emily devrait mieux manger, puis demande à la serveuse une portion de foie de porc. Soudain, la porte de l'établissement claqua. Austin, le fiancé de Chloé, est entré. Il est le premier héritier des 4 grands. Le serveur s'est immédiatement approché de lui et lui a proposé de lui montrer la table. L'un de ses hommes de main a demandé à Austin de regarder la table où Emily était assise. Il a immédiatement reconnu le gars de la famille Fu qui essayait de nourrir Emily.
Austin s'est excusé auprès des personnes avec qui il était venu et s'est dirigé vers la table où Emily était assise. Liam a essayé de nourrir Emily lui-même, mais elle détestait les abats et a refusé. Le rideau qui recouvrait leur table s'écarta soudainement. Austin a immédiatement demandé à Emily pourquoi elle avait quitté l'hôpital. Il a ajouté qu'il n'avait pas de temps pour Emily et qu'elle devrait rentrer immédiatement à la maison et expliquer son comportement parce que Chloé était inquiète. L'homme de main a dit que son maître Austin était un homme très occupé et qu'il n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires avec Emily. Emily a demandé avec un sourire si Austin la traquait. Il a répondu avec colère qu'elle n'avait pas le droit de lui parler comme ça. Liam a déclaré qu'Emily avait une valeur particulière. Il demanda à Emily de le regarder et non Austin. Ainsi, il voulait détourner son attention. Austin, mécontent de la situation, se dirigea vers sa table. Mason, sentant qu'il avait assisté à un spectacle grandiose, était submergé d'excitation. Liam le regarda et dit qu'il était dégoûtant. Liam regarda à nouveau Emily avec affection et dit qu'il pouvait aller dans une rue piétonne, un parc d'attractions ou un aquarium, et qu'il y avait une foire souterraine à la tour de télévision où l'on pouvait acheter une pierre de dragon, se faire dire la bonne aventure, etc. Emily a demandé avec curiosité comment il disait la bonne aventure là-bas, ce à quoi Liam a répondu qu'il disait la bonne aventure avec des cartes de tarot. Emily était étonnée. Elle n'avait pas lu les cartes de tarot depuis de nombreuses années, mais elle n'était pas sûre qu'elles auraient pu survivre jusqu'à ce jour. Liam a immédiatement compris que cela l'intéressait plus que les endroits où les filles allaient habituellement. Liam l'a prévenu que le marché était ouvert après minuit et qu'il n'était pas sûr, donc si elle voulait y aller, elle devait l'accompagner. Emily est arrivée à la maison en voiture avec Liam. Liam a demandé à Emily s'il était vrai que le chef de la famille Ying l'avait amenée du village à Shanghai. Elle hocha la tête et ajouta qu'il lui avait dit qu'il l'enverrait à étudier à l'université, mais en chemin, elle avait eu un accident et s'était retrouvée à l'hôpital. Les blessures qu'elle a subies n'étaient pas graves, mais elle avait le même groupe sanguin que sa demi-sœur Chloé. Liam a demandé avec horreur si c'était la seule raison pour laquelle elle avait été adoptée. Emily a répondu qu'on lui avait livré un pot de sang vivant à sa porte. Liam a touché la tête d'Emily avec sa main. Elle a été surprise et a demandé ce qu'il faisait. Il lui a dit de ne pas trop réfléchir et de rentrer chez elle et qu'il prendrait soin d'elle. Ils se dirent au revoir. Emily marcha vers l'entrée de la maison et Liam la regarda partir. Le majordome a ouvert la porte et il a immédiatement demandé si Emily s'était calmée, puisque sa mère avait dit que si la fille était si capricieuse, elle ne pouvait pas rentrer à la maison tant qu'elle ne s'était pas excusée. Emily s'est mise en colère, s'est retournée et a commencé à s'éloigner. Mais le majordome commença à l'arrêter et quitta la maison. Il a commencé à persuader Emily de s'excuser auprès de Chloé, car cela ne servait à rien qu'elle désobéisse dans la rue. Le majordome a dit qu'Emily ne serait pas capable de gagner la confiance de sa mère dans un tel état de colère. Liam arriva par derrière et interrompit leur conversation, disant qu'il ne pensait pas que dans la famille Ying, les serviteurs pouvaient donner des ordres à leur maître. Emily se retourna et fut agréablement surprise qu'il ne soit pas encore parti. Le majordome a dit qu'avoir des relations avec Monsieur Fu était mauvais. Mais Liam a dit que s'il n'était pas parti, Emily aurait été victime d'intimidation, alors il a fait ce qu'il fallait. Liam s'est approché du majordome et lui a demandé grossièrement à qui il demandait de s'excuser. Après quoi, il a giflé le majordome. Le majordome a immédiatement commencé à s'excuser auprès d'Emily, disant qu'il n'aurait pas dû se comporter de cette façon. Liam passa son bras autour de la taille d'Emily et dit qu'il la raccompagnerait lui-même. La mère d'Emily était assise sur le canapé, en train de lire un livre. Elle s'appelait Becca, elle entendit quelqu'un entrer et, sans lever les yeux, elle demanda si Emily avait finalement abandonné. Mais quand elle leva les yeux, elle vit le majordome, Emily et Liam debout ensemble, ce qui la surprit beaucoup. Posant le livre, elle dit que Liam était le 7e maître de la famille Fu, car la veille encore, elle avait parlé avec son père. Elle lui a demandé pourquoi il était venu si tard chez la famille Ying. Liam a dit qu'il était inquiet pour le bébé, car s'il la renvoyait chez elle, elle serait à nouveau victime d'intimidation. Madame a demandé ce qu'il voulait dire. Le majordome avait déjà commencé à dire qu'il avait été impoli envers Emily. Mais sans l'écouter, Becca a dit à Liam que ce n'était qu'un malentendu et qu'il pouvait déjà partir. Liam a dit que si Madame croyait vraiment cela, alors les rumeurs sur sa gentillesse étaient vraies et il espérait qu'Emily n'était plus en danger. Il se tourna vers Emily, lui disant qu'elle pouvait l'appeler à tout moment si quelque chose arrivait. Emily s'inquiétait pour lui et, confuse, lui souhaita un bon voyage et une bonne nuit. Sans parler à Becca, Emily a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle montrait se reposer. Madame a jeté le livre par terre. Elle est furieuse et mécontente du comportement d'Emily. Si Emily flirtait bêtement avec Austin auparavant, elle flirte maintenant avec Liam. Le majordome lui a rappelé qu'elle devait appeler Chloé car elle attendait son appel. En fait, Madame l'a oublié. Becca a immédiatement appelé sa fille, avec laquelle elle a commencé à avoir une douce conversation, comme si elle était sa fille bien-aimée. Il était une fois, lorsque Becca a adopté Emily, elle l'aimait même,
Mais au fil du temps, leur relation est devenue de plus en plus froide, contrairement à la relation avec Chloé. Emily était assise devant l'ordinateur. Mais à un moment donné, l'ordinateur a cessé de fonctionner. Emily a vérifié son solde sur son téléphone. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais cela devrait être suffisant. Elle a ouvert la fenêtre. Elle grimpa sur le bord du cadre de la fenêtre. Et j'ai sauté hors de celui-ci. Le majordome se tenait près de la fenêtre et il lui semblait que quelque chose se passait à l'extérieur de la fenêtre. Cependant, en raison de sa mauvaise vue, il n'a pas vu Emily s'éloigner de lui. Il faisait nuit dans les rues de Shanghai. Liam était assis au bar Starry Sky. Un charmant barman, flirtant avec Liam, l'avertit qu'1 million de dollars était payé pour sa mort et qu'il devait faire attention. Mais Liam a dit qu'il devait d'abord le trouver, et soudain, il a vu Emily traverser la fenêtre du bar. Il pensait que certaines petites filles se conduisaient mal. Emily s'est dirigée vers le comptoir de vente. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Le marchand a dit que la pièce qu'Emily voulait acheter coûtait 500 dollars. Emily prit la pièce et transféra 500 dollars sur le compte du commerçant. En regardant Emily, ils ont commencé à dire qu'elle était une mendiante. L'un des marchands lui suggéra de le supplier et il lui pardonnerait alors la moitié de la somme. Mais Emily se retourna et commença à s'éloigner, et les marchands lui crièrent des insultes. Soudain, un étranger s'est précipité vers Emily et lui a dit que son maître était prêt à lui offrir 6 millions de dollars pour la pièce qu'elle avait achetée. Emily se retourna et vit un vieil homme avec un chapeau et une canne. Son nom était Logan, et son jeune assistant était Steve. Logan a dit que si le prix n'était pas assez élevé, elle pourrait l'augmenter, et l'assistant a dit que son maître était un évaluateur professionnel. Le marchand entendit toute la conversation et, voyant le document confirmant la position d'évaluateur principal, il fut convaincu que cette pièce était effectivement chère. Emily pensait qu'au XXIe siècle, il y avait beaucoup de nouvelles professions qu'elle ne connaissait pas. Emily n'a pas hésité une seconde et a accepté l'accord, après quoi l'assistant lui a remis une carte bancaire contenant 6 millions de yuan. La carte était noire, avec des feuilles d'or appliquées dessus. Mais soudain, le marchand réalisa que l'argent devait lui appartenir. Il s'est précipité vers Emily, criant qu'il ne lui vendrait pas la pièce et exigeant qu'elle la lui rende. Emily s'attendait à ce que cela arrive. D'un coup de pied puissant dans l'estomac, elle le projeta à plusieurs mètres sur le côté. Le marchand gisait inconscient sur le sol. Emily prit la carte bancaire et remercia Logan pour l'affaire. Reprenant ses esprits, le marchand s'est adressé à l'administrateur du marché clandestin et lui a demandé de l'aider à restituer l'objet qu'il avait vendu. Mais le marché souterrain avait des règles de marché souterrain et le directeur a ordonné que le commerçant soit expulsé sans droit de réintégration. Après quoi le directeur s'est approché d'Emily et s'est excusé auprès d'elle pour la gêne occasionnée. À ce moment-là, Liam regardait ce qui se passait avec la barmaid qui disait qu'Emily était très féroce. Mais Liam n'était pas de cet avis. Il ne voyait chez Emily que douceur, tendresse et sincérité. Le barman lui demanda pourquoi Liam ne se précipitait pas à son secours. Liam regarda le barman et dit qu'il serait gênant de le revoir alors qu'il lui avait déjà dit bonne nuit il y a 2 heures, après quoi Liam laissa le barman debout dehors et s'éloigna seul. De l'autre côté de la ruelle, Steve marchait avec Logan dans un marché souterrain. Steve était contrarié qu'ils aient gaspillé 6 millions de dollars, mais Logan a insisté sur le contraire, car il avait vu une petite fille vraiment drôle. Soudain, alors que Steve était sur le point de poser à nouveau la question, il vit que le vieil homme lui saisit soudainement la poitrine avec sa main, frissonna et commença à tomber. Steve ne s'attendait pas à ce que Logan tombe soudainement malade à ce point. Il avait récemment subi une opération chirurgicale, et bien que le maître ait survécu, les problèmes persistaient. Steve transpirait de partout à cause de l'anxiété. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait d'attraper le médicament, mais en vain. Juste au moment où la panique était sur le point de le submerger, une voix se fit entendre derrière lui. Emily a dit qu'il avait besoin d'être allongé sur le dos pour pouvoir respirer plus facilement. Emily s'approcha d'eux, s'accroupit, posa sa main sur le pouls de Logan et fronça les sourcils. Voyant le comportement de la fille, Steve reprit finalement ses esprits. Il était choqué et en colère. Il cria « Ne touche pas !» Si quelque chose ne va pas, personne ne peut en assumer la responsabilité. Il a voulu la frapper à la main, mais il l'a ratée et l'a fait tomber au sol. Steve soupira et devint encore plus en colère et lui demanda immédiatement ce qu'elle voulait faire. Emily le regarda calmement et dit qu'elle voulait juste sauver l'homme. Steve contenait sa colère et commença à les appeler, leur disant où ils étaient et la nécessité de se dépêcher. Après avoir raccroché, il s'est tourné vers Emily, mais n'a pas eu le temps de commencer à parler. Il a entendu les paroles de la jeune fille, l'arythmie, la douleur dans la région précordiale s'est intensifiée et s'est propagée à l'épaule gauche et à l'abdomen, le tabagisme a provoqué un noircissement des poumons et les blocages dans les voies respiratoires n'ont pas été complètement éliminés. À la fin, Emily a levé les yeux et a dit que de minuit à 8 heures du matin, c'était la période de pointe. Il avait subi une opération il y a 1 mois. Il n'était pas censé sortir. Steve était choqué, car elle avait absolument raison. Elle a fait un diagnostic absolument précis
indiquant même l'heure exacte de l'opération. Emily a demandé des aiguilles en argent. Steve n'avait pas encore eu le temps de se remettre du choc lorsqu'il entendit à nouveau la voix calme de la fille. Steve n'eut pas le temps de réfléchir à la façon dont elle savait qu'il avait des aiguilles en argent avec lui, mais lui tendit simplement la boîte à la hâte. Emily ouvrit la boîte et en sortit 7 aiguilles en argent à la fois. Et en regardant cela, Steve ne put s'empêcher de lui rappeler de ne pas en utiliser plus de 4 à la fois. Lorsque Mademoiselle Meng du monde de la médecine ancienne a soigné le maître, elle ne pouvait utiliser que 4 aiguilles d'argent à la fois. Steve s'est intéressé à cela et a appris que dans le monde de la médecine ancienne, il n'y a presque personne qui peut utiliser 7 aiguilles d'argent à la fois. Si vous y réfléchissez, comment pouvez-vous manipuler 7 aiguilles d'argent avec une seule paire de mains? Mais la seconde suivante, le visage de Steve s'allongea et ses yeux s'écarquillèrent involontairement. Devant ses yeux, 7 aiguilles d'argent, l'une après l'autre avec des mouvements flous, frappèrent les points d'acupuncture à une vitesse incroyable. Steve essaya de saisir la position des aiguilles, mais avec peur, il découvrit qu'il ne pouvait pas le faire. Après qu'Emily ait terminé avec le dernier point d'acupuncture, Logan allongé soupira finalement de soulagement et son visage passa du bleu à une teinte rosée à nouveau. L'ensemble du processus de traitement prit moins d'1 minute. Emily récupéra les aiguilles en argent et les remit dans la boîte, après quoi elle se leva, mit sa main dans sa poche et dit paresseusement qu'elle avait terminé. Steve était encore dans un état second, mais maintenant, il était vraiment sous le choc. Même Miss Main était généralement épuisée après avoir soigné Logan. Ayant repris un peu ses esprits, Logan se leva lentement avec l'aide de Steve, s'éclaircissant la gorge plusieurs fois de plus. Son visage devint sérieux, mais il y avait une tendresse cachée dans ses yeux et sa voix semblait apaisante. Logan raconta que la jeune fille lui avait sauvé la vie et lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Cela faisait longtemps qu'Emily n'avait soigné personne, mais ses capacités étaient de rester les mêmes. À l'avenir, si elle avait besoin d'argent, cette entreprise pourrait la soutenir. En guise de remerciement, Logan sortit un pendentif en jade et dit sérieusement que si Emily avait un jour des problèmes avec la justice, il l'aiderait certainement. Ce n'était pas une simple promesse, c'était celle du patriarche de la famille Mu. Emily ne voulait rien accepter, mais en voyant le mot Mu sur le pendentif en jade, ses yeux se plissèrent un instant, elle se souvint de quelque chose et accepta malgré tout. Logan était satisfait de cela. Il rit et demanda le nom de la fille. Il pensait qu'il était rare de rencontrer une petite fille aussi agréable à regarder, donc cela valait la peine de mieux la connaître. Emily a dit que son nom de famille était Ying. Logan a immédiatement pensé à la famille Ying, l'une des 4 plus grandes familles de Shanghai, puis Logan a suggéré qu'ils aillent ensemble dans la capitale impériale. Mais Emily a dit qu'elle n'était pas intéressée par cela pour le moment, a hoché la tête poliment et est partie. Logan regrettait qu'elle ne soit pas la fille de sa famille et disait en même temps à son assistant qu'il resterait là quelques jours de plus. Il faisait déjà tôt le matin dehors, ravissant les yeux de ses rayons. Le chaud soleil de midi brillait. Au loin, des nuages flottaient dans le ciel bleu comme des oiseaux blancs. De tels moments de paix et de tranquillité étaient rares. Emily dormait toujours dans son lit et n'entendait pas du tout la sonnerie du téléphone. Mais le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et elle se réveilla pour voir qui voulait si instamment l'entendre. En décrochant le téléphone, elle vit que c'était Liam qui appelait. Dès qu'elle a décroché le téléphone, Liam lui a immédiatement demandé si elle dormait, ce à quoi elle a répondu qu'elle venait de se réveiller. Prenant une profonde inspiration, Liam lui demanda ce qu'elle avait fait la veille, car elle ressemblait à un chaton nouveau-né, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Avant de répondre, Emily a réfléchi un instant et a dit qu'elle s'était couchée à 4 heures, qu'elle faisait des recherches sur les nouvelles technologies du XXIe siècle et qu'elle avait trouvé quelque chose appelé le web drama. Au final, elle a passé 3 bonnes heures à le regarder. L'intrigue était extrêmement sanglante, mais plutôt intéressante. À son âge avancé, elle avait certainement quelque chose à faire. D'11 heures à 1 heure, c'est l'heure de la détoxification du foie, continua Liam d'une voix grave. Et si elle reste éveillée tard, elle deviendra chauve et moche. Emily bâilla et sans trop réfléchir, répondit qu'elle avait beaucoup de cheveux et qu'elle était naturellement belle. Pendant un moment, il fut confus, puis se mit à rire. Liam a finalement arrêté de rire, a pris une profonde inspiration et a dit qu'il était un vieil homme, donc s'il ne dormait pas suffisamment, son dos commençait à lui faire mal. Emily serra un élastique à cheveux entre ses dents, leva sa main gauche libre et rassembla ses longs cheveux et dit que Liam souffrait d'insuffisance rénale et que s'il le voulait, elle pourrait le guérir. Liam s'est intéressé et a répondu que la petite fille s'est avérée très forte. En plus de la divination, elle comprenait également la médecine ancienne. Mais où avait-elle appris tout cela et a dit qu'elle devait absolument lui démontrer la griffe d'os blanc. Emily resta silencieuse un moment, puis demanda ce qu'était la griffe d'os blanc. Il commença à expliquer paresseusement que c'était une histoire d'arts martiaux incomparable. Liam réfléchit un moment, puis sourit et dit, sur la façon d'écraser la tête d'une personne avec la paume de sa main, pour de si jeunes filles, c'était trop de cruauté.
La fille a retiré le téléphone de son oreille et a ouvert Twitter pour consulter la liste des actualités. Elle apprenait toujours vite. En plus des tags Chloé Réhab qui ont pris la première place, un nouveau est apparu qui s'est progressivement hissé au sommet du classement et atteindra certainement le sommet dans un avenir proche. La fille adoptive ingrate de la famille Ying, en raison de cette recherche intense, de plus en plus de personnes lui ont écrit des messages privés indiquant qu'elle était obligée de donner son sang à Chloé. Elle porta de nouveau le téléphone à son oreille et demanda de ne plus la traiter d'enfant. Emily prit une gorgée d'eau, tourna la tête et regarda par la fenêtre. Une Maserati s'arrêta derrière les grilles en fer et sa grand-mère Emma en sortit. Liam a dit qu'il attendait qu'elle guérisse son insuffisance rénale. Mais Emily pensait déjà à autre chose. Éteignant le téléphone, elle le mit indifféremment dans sa poche. La porte de la maison s'ouvrit, une douce voix féminine retentit, dans laquelle se glissèrent des notes de surprise. « Belle fille, tu n'as pas encore mangé !» Becca se retourna et se figea un instant. Elle ne s'attendait pas à voir la mère de son mari ici, avec Chloé. Le cœur de Becky commença à battre plus vite et elle se précipita en disant qu'elle ne s'attendait pas à l'arrivée de sa mère et qu'elle ne s'était donc pas préparée correctement. Emma avait depuis longtemps emménagé dans son propre appartement et ne vivait pas dans la maison de son fils pour ne pas les embarrasser par sa présence. Et Chloé vivait également avec elle puisque l'appartement était au centre-ville. La vieille Emma a dit qu'elle partirait dès qu'elle aurait réglé le problème et a dit d'appeler Emily. Il était clair d'après son ton qu'elle n'était pas contente de son comportement, ce que Chloé lui a clairement dit. Becca a dit à Chloé de rester avec sa grand-mère pendant qu'elle allait appeler Emily. En entendant cela, la vieille dame Ying s'est mise en colère. Elle a frappé le sol avec sa canne et, souriant, a dit que cela n'arriverait pas. Emily a créé des problèmes et ils doivent la suivre lorsque la famille Ying a commencé à confondre le noir et le blanc. Emily apparut lentement en haut des escaliers, elle leva la tête et regarda autour de la pièce, comme si elle n'était pas du tout surprise par la présence de 3 personnes. Elle demanda ce qui se passait. Cette indifférence a mis Becca en colère. Elle a demandé si elle allait dire bonjour à sa grand-mère. « Ce n'est pas la peine, » dit Emma. Elle leva la main et dit qu'elle n'avait qu'une seule petite fille, son nom était Chloé, et cette fille adoptive, après tout ce qu'elle avait fait pour elle, n'était personne. Emily hocha légèrement la tête et, sans perdre son sang-froid, répondit paresseusement qu'elle n'avait pas l'habitude de renier si négligemment ses proches. La vieille Emma frappa à nouveau le sol avec sa canne et faillit sauter de son siège. Elle avait l'intention d'embarrasser sa fille adoptive, mais soudain elle-même fut embarrassée. Becca devint encore plus en colère et tendit la main pour frapper la fille. Mais Emma l'a arrêtée, elle a dit que cela ne servait à rien de la frapper, peu importe à quel point elle le méritait. Mais en même temps, Emma a exigé des excuses d'Emily pour son comportement grossier et impoli. Emily leva les yeux, la regarda paresseusement et dit qu'elle ne ferait pas ça parce qu'elle n'était même pas liée. « Bien !» dit aussi la vieille dame Ying avec indifférence. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue ici pour punir Emily. Laissez-la répondre pourquoi elle a poussé Chloé au banquet ce jour-là. Peut-être qu'elle pense que sans Chloé, elle peut devenir la maîtresse de la famille Ying. C'était une accusation directe. En un instant, l'expression de Chloé changea radicalement et elle paniqua. Elle se tourna vers sa grand-mère et lui dit qu'elle ne devait pas croire les rumeurs. Becca a également pris la défense d'Emily, car rien de tout cela n'a été prouvé. Et pourquoi accuse-t-elle directement Emily de cela? Grand-mère dit que ce n'était qu'une supposition, mais qu'Emily avait tenté de séduire Austin était un fait indéniable. Et comment osait-elle défendre Emily après cela? Après ces mots, le visage de Chloé et Becky changea, car elle ne pouvait vraiment pas le contredire. Becca, bien qu'elle ait essayé de défendre Emily d'une manière ou d'une autre, a parfaitement compris que cette accusation était objective. Après quoi, elle s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle devrait vraiment s'excuser au moins pour cela. Emily était appuyée contre la porte avec ses longues jambes légèrement pliées quand elle entendit cela. Elle leva légèrement la tête et demanda s'il pensait qu'elle était aveugle. Voyant qu'Emily était bouleversée, la vieille Emma sourit avec colère et dit qu'Emily, elle venait d'une petite ville de province et est devenue si vulgaire qu'il est difficile d'imaginer ce qu'elle pourrait faire d'autre. Les doigts de Becky tremblaient. Elle n'avait jamais été aussi gênée auparavant. De plus, c'était sa propre fille qui l'avait mise dans ce genre de position inconfortable. Finalement, elle n'en put plus et se pencha en avant. Juste au moment où Becca était sur le point de gifler Emily, une douce voix féminine résonna soudainement dans le salon silencieux. « Emily, va dans la chambre 1801 de l'hôtel Queen Center et attends-moi. Je t'ai préparé des accessoires de bain et de nouveaux vêtements. Après avoir pris une douche, tu pourras faire une promenade avec ta sœur le long du quai. » Becca a été prise au dépourvu, sa main levée pour la gifler, suspendue dans les airs, et ils ont réalisé que c'était la voix de Chloé. Emily, ennuyée, jeta son téléphone et coupa l'enregistrement. La nouvelle technologie du 21e siècle est vraiment géniale. Ce téléphone enregistre automatiquement chaque conversation, donc je n'ai même pas besoin de faire le moindre effort. La vieille Emma devint soudainement gênée. Son visage se figea, devint légèrement bleu pendant un instant,
puis devint rouge. Pensant aux mots qu'elle avait dit plus tôt et à l'enregistrement qu'elle avait entendu, elle avait hâte de trouver un trou dans lequel se creuser. Chloé a réagi rapidement. Elle a baissé les yeux et a murmuré que c'était de sa faute. Elle avait juste oublié qu'elle avait demandé à Emily de venir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Austin revienne à ce moment-là. À ce moment-là, le majordome, qui vérifiait Twitter, a soudainement dit « Madame, ce n'est pas bon. Quelqu'un a posté une vidéo de ce banquet. » « Enregistrement vidéo ?» a demandé Becca. Elle était abasourdie et a demandé de toute urgence à voir cette vidéo. « La vidéo est bonne, » dit la vieille Emma en souriant. « Maintenant que toutes les preuves sont devant nous, il n'y aura plus de place pour les mensonges. » Le majordome mit à la hâte le téléphone devant la vieille Emma et Becca. Chloé sembla se rendre compte de quelque chose. Son expression changea légèrement. Elle voulut arrêter l'enregistrement, mais la vidéo commença à jouer automatiquement et il était trop tard pour essayer de l'éteindre. Sur l'écran, Chloé descendait gracieusement les escaliers. Mais à mi-chemin, son pied droit a marché sur l'ourlet de sa jupe. En tombant, elle a attrapé Emily, qui marchait derrière elle, d'une main. Mais elle n'a toujours pas pu s'accrocher et est tombée, et Emily a réussi à attraper l'échelle. Personne ne s'attendait évidemment à voir un tel résultat de la vidéo. Surtout Emma, qui était désireuse de blâmer Emily pour quelque chose. Mais maintenant, il était clair qu'Emily n'était coupable de rien. Et cette courte vidéo, de moins de 20 secondes, a été placée en haut des requêtes de recherche les plus populaires. La vidéo était comme une gifle violente au visage de Becca et de la vieille Emma, montrant tout ce qui s'était passé. Le sang s'est précipité au visage de Chloé. Elle avait tellement honte, ses lèvres se sont tordues et sa voix sonnait grinçante. À ce moment-là, même la vieille Emma ne savait pas quoi dire. Elle voulait se débarrasser de son embarras et retrouver un peu de confiance. Mais qui aurait pu savoir que maintenant, elle était encore plus embarrassée. La tendance de la famille Ying à calomnier les gens semble se transmettre de génération en génération, a déclaré Emily en retirant un de ses écouteurs et en ajoutant avec désinvolture « Bravo, continuez votre bon travail ». D'une seule phrase, elle les gifla à nouveau. Le visage de la vieille Emma devint violet. Sa respiration devint saccadée. Elle était clairement extrêmement en colère. Mais la fille avait déjà poussé la porte et quitté la pièce alors que personne ne faisait attention à elle. Becca secoua la tête et sourit doucement. Elle avait trop réfléchi. Même si Emily partait aujourd'hui, elle reviendrait quand même, car la famille Ying était sa maison. Où d'autres pourrait-elle aller? Appartement d'une pièce en centre-ville. Liam tenait dans ses mains un verre de thé chaud au baies de goji et aux dattes. À ce moment-là, un bip retentit dans ses oreilles. Il tourna la tête et regarda son ordinateur soudainement assombri, haussa les sourcils et tapota plusieurs fois le clavier. Une ligne de mots rouge vif est rapidement apparue sur l'écran sombre, vous demandant pour qui vous avez fait cela. Liam posa sa tasse, pinça les lèvres, puis écrivit qu'il voulait la gâter. L'écran est resté inchangé pendant environ 10 secondes avant qu'une autre ligne de mots n'apparaisse. Quelqu'un m'a demandé d'en savoir plus sur vous. 3 personnes, toutes sur la liste des chasseurs. J'espère que vous vivrez assez longtemps pour nous voir. Les cils de Liam battirent et il gloussa légèrement. Liam regarda attentivement les dossiers, mais ne les ouvrit pas. Puis éteignit l'ordinateur, se leva la main pour vérifier l'heure et partit. Aujourd'hui, c'est le 15e jour du premier mois lunaire. Les rues sont remplies de vendeurs de lanternes. Le soleil à 12h30 était brillant, mais pas aveuglant, mais procurait une chaleur agréable. Emily tourna la tête et haussa les sourcils en voyant plusieurs enfants sauter à la corde. Elle était habituée à des journées remplies de batailles et de meurtres. Et soudain, tout devint si calme qu'elle eut l'impression que tout cela était irréel. Elle mit ses mains dans ses poches et, s'appuyant paresseusement contre la balustrade, regarda le paysage qui s'ouvrait, triant ses souvenirs. De façon inattendue, il y a un an, le chef de la famille, Ying, l'a choisi et lui a proposé d'aller à Shanghai pour financer ses études universitaires. À l'époque, elle ne le voulait pas vraiment, car son père biologique, Tom, souffrait d'asthme chronique et avait besoin de soins, mais ce jour-là, il a dit à Emily qu'il avait été comme ça toute sa vie et qu'il ne pouvait pas changer ça, alors il espérait qu'au moins, elle pourrait changer son avenir pour le mieux. Mais personne ne s'attendait à ce que cela conduise à un tel résultat. Au début, grand-mère Emma et Becca la traitaient plutôt bien, mais cela n'a pas duré longtemps, jusqu'à ce que Chloé se blesse pour la première fois. Emily réfléchit un instant, prit son téléphone portable et commença à chercher sur la carte la pharmacie de médecine chinoise la plus proche. 30 minutes plus tard, elle y était. Dès qu'Emily est sortie du taxi, elle a senti un léger arôme d'herbe médicinale, ce qui a calmé un peu son cœur, agité par le manque de sommeil nocturne. Emily est entrée dans la banque. C'était une journée calme et les guichets de service étaient presque vides. La fille était vêtue d'une simple chemise noire avec des boutons soigneusement boutonnés, un manteau kaki, un pantalon noir et des bottes Martin, et ses cheveux étaient tirés en arrière en queue de cheval, discrets et indifférents. Son apparence était si remarquable que les passants ne pouvaient s'empêcher de se retourner et de regarder. La fille bâilla et s'approcha lentement du comptoir.
Ses yeux de phénix recouverts d'un voile brumeux et sa peau blanche, comme de la porcelaine, scintillait comme le clair de lune. Le caissier rougit et détourna rapidement le regard. Elle a demandé à retirer 2 000 $ et à transférer 1 million sur une autre carte, et a également demandé combien de temps la banque gardait l'argent, ce à quoi on lui a répondu qu'il était conservé indéfiniment. Emily hocha la tête, se pencha en arrière sur sa chaise et bâilla avec fatigue, pensant qu'elle pourrait peut-être récupérer son or. En face de la banque, dans la pharmacie de médecine chinoise. Noah était assis au bureau de la caisse, en train de faire ses devoirs. Après beaucoup d'efforts, il ne parvenait toujours pas à trouver la réponse à la dernière question et jeta le livre dans un état second. Le jeune homme se leva et était sur le point de trouver quelque chose à manger, mais quand il leva les yeux, son attention fut attirée par une silhouette à l'extérieur de la fenêtre. Il a appelé sa sœur et a supposé qu'Emily marchait dans la rue. Mais elle était pauvre. Que pouvait-elle faire dans une telle banque et où pouvait-elle même avoir de l'argent? La sœur de Noé était ce même docteur Eva. À ce moment-là, elle était occupée à faire une liste et n'a jeté qu'un coup d'œil accidentel à la fille lorsqu'elle a entendu ces mots, après quoi son visage s'est assombri. Noah rappela à sa sœur qu'Emily l'avait fait rougir il n'y a pas longtemps. Eva sourit, car elle était sûre qu'Emily n'était qu'une garce arrogante et sans talent. Et pensait-elle vraiment qu'un médecin comme Eva voudrait la soigner? Si Chloé n'avait pas invité Eva, elle n'aurait pas aidé cette fille adoptive. Tom allait s'amuser, mais en voyant la fille quitter la banque et se diriger vers eux, il ne put s'empêcher d'être surpris, et Eva l'observa avec intérêt. Tom a demandé à sa sœur pourquoi cette fille allait dans leur pharmacie. Cette pharmacie vend exclusivement des médicaments traditionnels chinois. En règle générale, les commandes ne viennent que des hôpitaux, et il n'y a pas beaucoup de clients. Eva rigola et dit qu'il ne lui vendrait rien. Elle détestait cette fille adoptive de la famille Ying, surtout après ce qui s'était passé hier. Eva réfléchit un instant, rassembla ses pensées et tira Tom et lui suggéra de la surveiller un moment quand elle entrerait. Elle était déjà entrée dans la pharmacie et d'habitude, Emily cache sa tête et baisse les yeux. Mais Tom ne comprenait pas pourquoi il se cachait d'elle maintenant, ce à quoi le docteur Eva a répondu qu'il verrait si elle avait assez d'argent pour le médicament. Eva et Tom ont regardé l'écran de l'ordinateur qui montrait une vidéo provenant des caméras de la salle de vente. Un maquillage simple, des lèvres légères, sans aucune trace de rouge à lèvres, mais il était si difficile de quitter cette fille des yeux. Une paire d'yeux de phénix profonds était noirs, comme un abîme sans fond, et il semblait qu'ils aspireraient facilement tous ceux qui le regardaient. Le cœur de Tom se serra. Il demanda à sa sœur, elle ne savait pas qu'elle était surveillée. Eva rit et dit qu'elle ne pouvait pas le prédire. Emily n'était pas une diseuse de bonne aventure. Emily regarda les herbes chinoises sur l'étagère, perdue dans ses pensées. Beaucoup d'herbes n'existent plus, et il est difficile de leur trouver des alternatives. Emily regarda autour d'elle et réalisa qu'elle avait surestimé la qualité des matières médicinales présentes ici. D'après les odeurs qui s'infiltraient à travers les planches de bois, elle comprit que ces herbes n'avaient pas plus de 20 ans. Le caissier a demandé à la jeune fille ce qu'elle cherchait et lui a proposé de l'aider à trouver le médicament. Emily a énuméré 30 médicaments et a ajouté que 10 de chaque étaient nécessaires. La caissière lui dit alors que c'était beaucoup et qu'elle devait d'abord signer le reçu. Eva lui ordonna de dire au micro la somme de 500 000 $, soit presque 10 fois plus cher que le prix moyen du marché. Mais Emily ne s'en est pas souciée et a demandé au caissier de lui donner le reçu pour qu'elle puisse le signer. Le caissier a obtenu l'approbation d'Eva car il gagnerait beaucoup d'argent si Emily leur payait ce montant. La caissière a rapidement imprimé le reçu et l'a remis à Emily. Mais au lieu de signer, elle a sorti son téléphone et a commencé à passer des appels. Elle a déclaré au téléphone qu'elle souhaitait déposer une plainte selon laquelle la pharmacie Neas House 148 de la rue Yujnaya Doroha vendait des médicaments chinois à un prix 10 fois supérieur au prix du marché. Eva était stupéfaite. Elle ne pouvait pas croire que cette fille adoptive osait appeler pour se plaindre. Elle a paniqué, s'est précipitée dans le couloir et a attaqué la fille. Emily leva les yeux calmement, bien qu'Eva ait été effrayée par le regard qu'elle lui lançait. Mais elle continua quand même sévèrement. « Comment oses-tu te plaindre ?» Commença-t-elle à menacer Emily en lui disant qu'elle appellerait immédiatement sa mère, qui la remettrait certainement à sa place. Elle sortit même son téléphone et s'attendait à ce que la fille tombe à genoux et la supplie de ne pas le faire. Emily vient de bâiller, se sentant somnolente. Eva se précipita et dans un accès de colère leva la main, voulant frapper la fille au visage. Mais dès qu'elle se balança, sa main fut interceptée. Les sourcils d'Emily se haussèrent légèrement lorsqu'un bruit aigu d'os qui craquait se fit entendre. Eva ressentit de la douleur et, incapable de se retenir, tomba avec fracas sur le comptoir. Emily mit ses mains dans ses poches, sans aucune expression sur son visage. Eva retint son souffle à cause de la douleur, leva la tête et était sur le point de crier sur la fille, mais elle vit un homme debout dans l'embrasure de la porte et devint soudainement pâle. L'homme s'appuyait paresseusement contre la porte, pliant légèrement ses longues jambes. Son visage était indifférent, mais les mots qu'il prononçait la rendirent froide. «
C'était Liam, et il a dit que la famille Ying n'osait pas, mais il l'a fait. Son apparition était comme le premier rayon de lumière aveuglant, perçant l'obscurité de l'aube. Emily fut même confuse pendant un moment. Eva se tendit et sourit à contre-cœur. Elle demanda pourquoi Liam était venu sans avertissement, mais Liam l'ignora. Emily reprit ses esprits et releva la tête. À ce moment-là, le corps de l'homme se pencha légèrement et un léger arôme de bois d'agar se répandit de ses vêtements. Mélangé à son souffle, séduisant et excitant, sa couleur pêche, profonde et passionnée, remplie de tendresse, vous regardant sérieusement droit dans les yeux, capable de noyer n'importe qui. Que se passe-t-il lorsque la fille adoptive de la famille Ying rencontre le 7e jeune maître de la famille Fu? Sans parler de la famille d'Eva, même la famille Ying respecte la famille Fu. Eva se mordit la lèvre, se rappelant à nouveau les paroles précédentes de cet homme, et sa panique s'intensifia. Liam regarda Eva et lui demanda si sa famille manquait vraiment d'argent. Eva fut prise au dépourvu et ne savait pas quoi répondre. Juste à ce moment-là, alors qu'elle réfléchissait, Liam décrocha le téléphone et passa un appel. Liam a appelé le père d'Eva et lui a dit qu'une grosse commande de sa famille avait été annulée. Eva a entendu cela à la pharmacie aussi. Ses yeux se sont écarquillés. Liam raccrocha et tourna la tête. Les mains et les pieds d'Eva devinrent froids et ses lèvres tremblèrent. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas du tout à cela. Elle voulait simplement donner une leçon au fils adoptif de la famille Ying. Mais à cause de cela, sa famille a perdu de manière inattendue une commande de plusieurs millions de dollars. Sa famille n'était pas riche et perdre cette commande les affecterait profondément. Eva ne pouvait pas prononcer un mot. Tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer les dents et de regarder la fille, car tout cela était à cause d'elle. Si elle n'était pas venue ici pour les herbes, une telle catastrophe ne serait pas arrivée à sa famille. « Peut-être que ça suffit », demanda Tom, qui venait de sortir de l'entrepôt. Il sortit et continua, le visage calme. « Après tout, rien de grave ne s'est produit. Pourquoi faire tant d'histoires? Ce n'est qu'une blague, et tu n'as rien perdu. Je te promets de faire le calcul et on clôturera cette affaire. » Emily leva les yeux et sentit que l'homme lui semblait familier. Elle lui demanda qui il était. Le visage de Tom devint bleu. Il ne s'attendait pas du tout à une telle réponse, car ils avaient été camarades de classe pendant tout un semestre. Comment pouvait-elle l'oublier et pourquoi faisait-elle semblant? Tom rigola froidement et dit que ses notes étaient les pires de sa classe et que si elle ne les améliorait pas, elle serait expulsée. Emily regarda à nouveau Tom, mais elle ne se souvenait toujours pas de qui il était, mais elle se souvenait d'autre chose. Au lycée, il existe des classes d'élite qui comprennent les 50 meilleurs élèves de l'école, donc après chaque examen, la composition de chaque classe d'élite change. Emily leva la main et tapota doucement sur le bureau du caissier, lui disant d'emballer les médicaments et de les envoyer à l'hôtel de l'autre côté de la rue. La caissière a rapidement commencé à vérifier la liste. Malheureusement, il était impossible d'obtenir l'argent. Elle n'était qu'une employée mineure qui ne pouvait pas se permettre d'offenser qui que ce soit. En moins de 10 minutes, les sacs d'herbe étaient prêts et Eva, le visage pâle comme la mort, ne pouvait que regarder les employés de sa pharmacie escorter les personnes qu'elle détestait. Ils étaient allés trop loin. Tom tapait amèrement sur la table. Dans quelques jours, quand l'école recommencerait, il lui ferait regretter cela. Eva secoua la tête et juste au moment où elle était sur le point de tout raconter à Chloé, son père l'appela. Dès qu'elle ouvrit la bouche, un rugissement retentit au téléphone. Le père déclara que sa fille était inutile et exigea qu'elle vienne à lui. Dans une chambre d'hôtel. En regardant les herbes médicinales éparpillées sur le sol, Liam était sur le point de parler. Mais il vit la fille sortir lentement un autocuiseur électrique de son sac à dos. Emily souleva son menton d'une main et ramassa un bouquet d'herbes avec l'autre, le pesant plusieurs fois avant de le laisser tomber dans l'autocuiseur. Elle n'a pas le temps de fabriquer son propre four, alors elle a décidé d'utiliser celui-ci. Hier, avant de quitter le marché souterrain, elle a également acheté quelques morceaux de jade. Liam leva ses longs cils et sourit, lui demandant comment elle allait le remercier. Emily ferma le couvercle, appuya sur le bouton de démarrage et dit avec désinvolture qu'elle le garderait éveillé toute la nuit. L'expression de Liam se figea. Ses yeux pêches se rétrécirent, mais le sourire ne disparut pas. Sa voix était douce, mais il y avait un soupçon de danger dedans. Il dit qu'il avait une question pour elle. Emily écrasa le jade et versa la poudre sur le sol, demandant qui lui avait appris tout cela. Ce à quoi Emily répondit qu'elle avait tout appris elle-même. Il était une fois, elle lisait beaucoup et se souvenait bien de ce qu'il fallait faire correctement et comment le faire. Après s'être regardé pendant quelques secondes, l'homme plia ses doigts et tapota le front de la fille et dit qu'à l'avenir, il lui interdirait de lire de tels livres. « Tu ne peux pas », dit Emily en baissant la tête et en jouant avec l'autocuiseur électrique. Ce ne serait pas amusant du tout. Elle prévoyait d'acheter quelques romans supplémentaires de cette époque pour soulager son ennui. Liam lui a alors demandé s'il pouvait l'inviter à dîner, mais elle a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Liam regarda le regard épuisé de la fille. Son expression n'était pas feinte. Il devint clair qu'elle était vraiment très fatiguée, et cela ne signifiait rien d'autre.
À ce moment-là, le téléphone a soudainement sonné. Liam a regardé Emily et, s'assurant qu'elle ne ferait rien exploser, s'est levé et a quitté la pièce pour répondre à l'appel. Mason l'a appelé et l'a invité à se détendre au bar, mais il a dit qu'il était avec Emily pour le moment et qu'il n'allait nulle part, après quoi il a raccroché. Mais cela a indigné Mason, car Emily était encore très jeune. 3 heures plus tard, l'autocuiseur électrique a émis un bruit. Il n'y avait que 50 pilules vert foncé résultantes, alors elle les a mises dans le flacon de médicaments qu'elle avait acheté plus tôt, a nettoyé le désordre sur le sol et les a remises à Liam. Emily ne s'attendait pas à ce qu'il l'attende dehors. Elle fut donc surprise et lui demanda pourquoi il n'était pas entré, ce à quoi il répondit qu'il avait peur de la distraire. Emily lui tendit la bouteille et dit que ce n'était pas seulement pour les maladies rénales, il traite aussi le foie et l'estomac. Emily prit son sac et le jeta sur une épaule. Même si Liam était très intéressé, il a rangé le flacon de médicaments et lui a demandé si elle voulait aller dîner avec lui. Mais Emily a dit qu'ils ne pourraient en dîner ensemble que dans quelques jours à son retour à Shanghai, car elle quittait la ville maintenant. À 7 heures du soir, il faisait déjà complètement nuit et des feux d'artifice jaillissaient de temps en temps dans le ciel nocturne. Volume, il sortit un peu de farine du vieux réfrigérateur et dès qu'il s'approcha de la table, il se mit soudain à tousser. Il a fallu un certain temps pour que la toux cesse et juste au moment où il était sur le point de faire bouillir de l'eau, on a frappé à la porte. Tom s'essuya les mains et toussa encore quelques fois avant de sortir. Il a demandé qui était là, car il était déjà très tard. Il ouvrit la porte, regarda l'invité et fut confus. Une fille se tenait sous l'avant-toit et la faible lumière de la lune tombait sur ses cheveux noirs, la faisant paraître comme si elle était tissée de brouillard et complètement irréelle. Il n'avait pas vu sa fille depuis 1 an, mais son visage n'avait pas changé d'un iota. Emily lui prit la main et l'aida à monter. « Attention, ne tombe pas !» Elle tâta discrètement son pouls. L'état de Tom était pire qu'elle ne le pensait. Des années de dur labeur l'avaient complètement ruiné. Il fut pris de court et avant de lui saisir la main, son ton devint insistant et sévère, lui demandant immédiatement pourquoi elle était revenue de la maison de la famille Ying. Il regarda la fille de haut en bas avec une expression plus sérieuse sur son visage et lui demanda si ces gens se moquaient d'elle. Une question courante, mais qui peut facilement aller droit au cœur et provoquer un malaise. Les doigts d'Emily se tendirent. Elle a dit que tout allait bien, c'est juste qu'aujourd'hui, elle était libre et pouvait venir rendre visite à son père. Puis Tom laissa aller ses pensées, tourna la tête, se frotta les yeux et essaya de calmer sa respiration. Il n'arrivait toujours pas à contrôler ses émotions et sa voix tremblait. Il dit qu'elle pourrait toujours revenir vers lui. Dès qu'il eut dit cela, une voix retentit à l'extérieur de la cour. « Papa, je suis revenu. J'ai acheté de la viande. Nous pouvons la cuisiner. » En voyant la fille, la voix s'éteignit soudainement. Un gars aux larges épaules et aux longues jambes se tenait dans l'embrasure de la porte, mais ses yeux se remplissaient progressivement de froid. Le jeune homme resta figé quelques secondes, puis se retourna brusquement et s'enfuit. Tom fut pris au dépourvu. Il éleva la voix et lui cria dessus, lui demandant pourquoi il fuyait. Mais le garçon avait déjà disparu sans laisser de traces. Tom s'est mis en colère et n'a pas pu retenir sa toux. Il a demandé à Emily pourquoi, dès son retour, son frère Sam s'était enfui. Emily lui tapota le dos et le conduisit à l'intérieur de la maison. Elle réalisa que les médicaments qu'elle emportait avec elle seraient trop peu nombreux. Alors elle prit son sac à dos et partit. En regardant le dos de la fille s'éloigner, Tom soupira doucement. Son humeur était très difficile et ses yeux redevinrent rouges. Quand Emily a trouvé Sam, il se tenait seul au bord de la rivière, regardant silencieusement les feux d'artifice au loin, ses yeux noirs et sans émotion. La nuit était noire, le vent soufflait en rafale et une fine couche de glace recouvrait la rivière, reflétant la pleine lune. Quand Emily s'est approchée, elle a sorti une sucette de sa poche et la lui a tendue en disant qu'elle avait le goût de la pêche. Tom ne répondit pas, ni ne bougea, il rit, mais son rire était très froid. Il pensa qu'il ne reverrait plus jamais Emily et demanda pourquoi elle était revenue. Mais même après avoir attendu 10 minutes, il n'entendit pas de réponse. Le jeune homme tourna la tête, mais ses yeux étaient froids. Finalement, il regarda attentivement sa sœur, son expression changea, elle avait clairement perdu du poids au cours de l'année écoulée, au clair de lune, il pouvait voir de minuscules trous sur son bras. Il y en avait tellement qu'il était impossible de les compter, cela n'était peut-être pas très visible, mais comme sa peau était d'un blanc maladif, ils étaient clairement visibles. Le jeune homme était choqué, il a demandé à Emily si elle était malade, il a regardé sa sœur et a dit qu'elle n'était pas venue parce qu'elle était malade. Emily ne répondit pas, sortit à nouveau la sucette et haussa les sourcils, et avec un sourire demanda s'il était en colère. En entendant cela, les lèvres de Sam se pincèrent. Il prit la sucette d'une main tremblante, déchira l'emballage, le jeune homme mit le bonbon dans sa bouche et le mâcha en morceaux. Même après tout ce temps, il n'oublierait jamais les visages laids et les mots de ces personnes qui lui avaient dit, à lui et à son père, qu'Emily était la fille de la famille Ying. Ils leur ont donné 100 000 $. Et ils ont dit qu'ils ne reverraient plus jamais Emily.
Après cela, sa sœur n'est pas vraiment revenue pendant toute une année et n'a même pas appelé, il a attendu et attendu jusqu'à ce qu'il cède. Maintenant, il comprenait que sa sœur n'était pas venue seulement à cause de la famille Ying. Il a demandé pardon à sa sœur et a dit qu'il n'aurait pas dû être offensé par elle. En raison de sa maladie mentale, il était très hostile, mais il ne pouvait pas le contrôler. La tête du garçon tombait légèrement et ses doigts se serraient fermement. Il essayait très fort de changer et de devenir une personne normale. Emily dit qu'elle ne lui en voulait pas et lui ébouriffa un peu les cheveux. Lorsque la tension entre eux s'est apaisée, Sam a dit que l'état de son père empirait ces derniers temps. Emily réfléchit un instant et lui demanda dans quelle université il voulait aller. Le garçon a dit qu'il voulait entrer à l'université de la capitale impériale, qui était l'université numéro 1 en Chine, dans laquelle des milliers d'étudiants voulaient entrer. En entendant cette réponse, Emily n'a pas été surprise. Avec les capacités de Sam, même avec un manque de ressources pédagogiques, il peut facilement réussir les examens. « Si tu veux y aller, tu y iras », soupira Emily, car rien n'est impossible. Sam pensait que Sœur était devenue un peu différente. Elle était restée silencieuse avant, mais elle n'était pas aussi indifférente qu'elle l'était maintenant, comme si rien ne pouvait plus l'ébranler, ce que la famille Ying lui avait fait. Le frère et la sœur marchaient lentement vers la maison. Ils n'avaient pas encore atteint la cour lorsqu'un agréable arôme vint de loin. Ouvrant la porte, Emily leva les yeux et se figea. Dans la cuisine, elle vit une silhouette familière et élancée. La tête de l'homme était baissée et elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait. Le père lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas prévenu qu'elle n'était pas seule. Emily resta silencieuse un instant, puis se frotta la tête et répondit qu'elle l'avait oublié. Liam a jeté un œil hors de la cuisine, révélant la moitié de son corps, et a dit qu'il avait décidé de l'accompagner à la dernière minute. C'était inattendu. Emily leva légèrement les yeux et vit l'homme portant un tablier avec une photo de Peppa Pig dessus. Il demanda à Emily pourquoi elle le regardait encore si intensément. Avait-il vraiment si mauvaise mine? Tom serra les poings, se couvrit les lèvres et toussa plusieurs fois. N'était-ce pas son personnage de dessin animé préféré? Liam haussa ses épais sourcils et regarda le tablier, puis dit qu'il était plutôt mignon. Le visage d'Emily était vide et elle a dit qu'elle n'aimait plus ça. Sam regarda également la photo de Peppa Pig, ses sourcils se contractèrent. Il dit que sa sœur avait l'habitude d'économiser de l'argent pour acheter un tel jouet, et si elle ne le serrait pas dans ses bras, elle ne pourrait pas dormir. Le père de Sam lui demanda pourquoi il s'était enfui à l'arrivée de sa sœur. Il voulut répondre, mais s'arrêta. Il ne pouvait pas dire que c'était par ressentiment. Emily entra dans la cuisine et dit lentement qu'il était gêné. Tom était surpris, car lorsqu'il recevait des lettres d'amour, il n'était pas timide. Mais lorsque sa sœur arrivait, il devenait soudainement timide. Sam a dit que cela ne se reproduirait plus et a demandé qui était leur invité. Le corps d'un homme parfait, mince et droit, même le tablier drôle ne peut cacher sa noblesse innée. Liam est l'ami d'Emily, a expliqué Tom, et aujourd'hui il restera avec eux. Après un certain temps, ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Emily le regarda et lui demanda pourquoi il était là. Quand elle lui a demandé, ses yeux couleur pêche se sont écarquillés et il a dit « Ne voulait-elle pas qu'il vienne avec elle ?» Elle leva la main pour prendre la farine de la main de Liam, mais comme il se retourna à ce moment-là, ses doigts froids touchèrent accidentellement ses lèvres. Le contact soudain les surprit tous les deux. Emily retira sa main en premier. Son expression ne changea pas, mais le bout de ses doigts était toujours chaud. La petite cuisine était remplie de l'odeur du bois d'agar provenant du corps de l'homme. Profitant de sa taille, Liam la regarda. L'homme haussa les sourcils, son ton aussi indifférent que toujours, demanda « Bébé, est-ce que tu profites encore de moi ?» Des feux d'artifice fleurissaient à l'extérieur de la fenêtre. Leur lumière se reflétait dans les yeux de l'homme. Il semblait que la galaxie entière se reflétait dans ses yeux de pêche légèrement courbés, profonds et enchanteurs. Emily le regarda un instant, puis sortit lentement une serviette de sa poche et la tendit à l'homme. Elle s'est excusée discrètement auprès de lui. Liam n'a pas répondu, mais s'est léché les lèvres. Il se pencha et caressa la tête de la fille, comme s'il taquinait un chaton. Emily était dans un état second jusqu'à ce qu'une main fine apparaisse devant ses yeux et frappe son front. Un rire retentit au-dessus de sa tête. À quoi pensait-elle? Emily reprit ses esprits, retroussa ses manches, versa de la farine dans un bol et ajouta un peu d'eau et dit qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait donner à Liam, un chat ou un chien, car il pourrait satisfaire son passe-temps de lui caresser la tête, sinon, s'il continue dans le même esprit, alors très probablement elle deviendra vraiment chauve. Après cela, ils ne parlèrent plus. Chacun était occupé à son travail, l'un faisait bouillir de l'eau et l'autre coupait des légumes. Dans le salon, Tom souriait et parlait joyeusement avec Tom. Emily pensait qu'elle ne se souvenait pas du tout de son enfance. Tom était toujours occupé et il devait également s'occuper de 2 enfants. Il n'était pas étonnant que lorsque la famille Ying est venue la chercher, Tom l'a persuadée de partir, car il pouvait lui offrir de meilleures opportunités, du début à la fin. Tom n'a jamais pensé à lui-même. Emily a plissé les yeux et a dit silencieusement qu'elle les protégerait.